Ok, on ferme la porte, très bien. Moi, je suis venu vous parler d'un sujet qui, d'abord, questionne, ensuite passionne. Donc, ce sujet, c'est l'hypnose ericksonienne. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit hypnose ericksonienne? J'avais pris quelques petites notes ici. Voilà. En fait, l'hypnose ericksonienne, c'est un petit peu la deuxième vague de l'hypnose par rapport à ce qu'on appelle l'hypnose classique. L'hypnose classique, c'est, si j'en crois les nombreux témoignages de personnes qui viennent vers moi, c'est l'hypnose qui fait peur, l'hypnose qui impressionne. C'est cette hypnose où on voit une personne qui maîtrise la technique d'une façon, du moins c'est comme ça que c'est perçu, qui prend le contrôle de la personne, lui fait faire des choses. C'est un petit peu aussi ce qu'on peut voir dans les hypnoses de foire, le genre de choses qu'on peut voir à la télévision. Alors on se pose toujours la question de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas des complices. Bon, on sait que ces techniques-là existent et c'est possible effectivement. Donc pour amuser la galerie, de prendre en partie, si je peux dire, contrôle d'une personne. L'hypnose ericksonienne, c'est totalement différent, c'est une approche plus humaniste, une approche thérapeutique surtout. Alors je vais parler un petit peu du personnage Milton Erickson pour savoir un petit peu qui il est. Donc Milton Erickson est né en 1901 aux États-Unis, dans le Nevada précisément, et il est mort le 25 mars 1980 à Phoenix en Arizona. Je vais peut-être un petit peu parler de son enfance, parce que Milton Erickson est quelqu'un qui a redécouvert l'hypnose par lui-même, et j'ai envie de dire tout seul. C'est-à-dire que c'était donc un enfant qui a eu beaucoup de soucis au niveau de sa petite enfance. Par exemple, il était daltonien. On a découvert ensuite pas mal de choses vers l'âge de 6 ans, quand il rentrait à l'école. Notamment, en plus d'être daltonien, il était dyslexique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Donc, il était dyslexique. Il était amusique, c'est-à-dire qu'il était incapable de percevoir les rythmes, incapable de percevoir les sonorités. Donc, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, bon, on sait comment ça se passe lorsque certaines personnes sont dépourvues d'un sens, c'est que les personnes en développent d'autres de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus profonde. Et en l'occurrence, Milton Erickson a surtout développé le sens de l'observation. À 17 ans, vu que, comme si ça ne suffisait pas, il fait la polio. Donc ça veut dire qu'il se retrouve immobilisé sur une chaise roulante. Et là, il commence vraiment à réfléchir sur sa vie, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Il était issu d'une famille de fermiers. Donc, première chose qu'il s'est dite, vu qu'il est immobilisé au niveau de ses membres, les travaux de la ferme, c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de s'inscrire à l'université. Et là, il va faire médecine et psychologie. Avant d'avoir eu le courage de se dire ok, je vais faire quelque chose, il y a aussi un événement très très important dans sa vie, c'est que donc, quand il a fait sa polio à 17 ans, il entend, donc il était immobilisé sur son lit, et il entend le médecin de famille dire à sa mère, il aurait peut-être pu être un peu plus discret parce qu'il l'a entendu, voilà, à l'aube, vous ne reverrez plus votre fils, c'est fini, la maladie est beaucoup trop avancée. Il a entendu ça, et il a demandé à sa mère, est-ce que tu peux déplacer mon lit
de façon à ce que je puisse voir le soleil, plus précisément le coucher de soleil. Sous-entendu une dernière fois, parce qu'il n'a pas dit à sa mère qu'il avait entendu le médecin parler. Et donc elle l'a déplacé de manière à ce qu'il voit le coucher de soleil. Et de là se produit quelque chose, j'ai failli dire d'un peu magique. Non, c'est pas magique, c'est tout simplement la première expérience d'auto-hypnose de Milton Erickson. C'est-à-dire qu'il observe le soleil en train de se coucher. Et quand il voit le soleil à travers les barreaux de sa fenêtre. Et il y a un arbre qui cache partiellement la vue. Alors il se met dans un état de transe tel qu'il arrive à faire abstraction des barreaux et à faire abstraction de l'arbre de façon à voir le soleil pleinement. Et là, c'est déjà une première expérience d'auto-hypnose. Ce qu'on peut dire aussi, donc finalement, les prédictions du médecin ont tourné court, puisque après l'aube, Milton Erickson était toujours là, une grande partie encore sur sa chaise roulante. Et là, par rapport à l'expérience d'auto-hypnose qu'il a pratiquée sur lui-même, il a continué à observer. Vous allez me dire, il ne savait pas faire grand-chose d'autre puisqu'il était vraiment immobilisé sur sa chaise. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était observer et parler un petit peu. Et alors, il s'imagine, parce qu'en fait, ses mains, ses membres, ses pieds, il n'a aucune sensation, il ne sait même pas les ressentir. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de se représenter dans l'espace. Il essaie de se représenter ses mains, ses jambes, et alors il guette le moindre signe pour pouvoir percevoir ses mains et ses jambes. Et c'est ainsi que progressivement, donc toujours dans cet état de transe, en auto-hypnose, il arrive à bouger ses mains, il arrive à bouger ses pieds. Il finit par se lever de sa chaise et il finit par pouvoir marcher avec des béquilles. Donc c'est précisément à ce moment-là, donc il a vu qu'avec les béquilles, la ferme, ça sera un peu compliqué. Il décide donc de s'inscrire en médecine et en l'université en psychologie. Il s'est quand même produit un miracle. Voilà, ensuite je terminerai la parenthèse Milton Erickson pour parler de l'hypnose en tant que pratique thérapeutique. Il fait une expédition avec l'université où il parcourt 4 grands lacs dans le Wisconsin en canoë-kayak. Donc il parcourt quelques 1200 miles, ça veut dire plus ou moins entre 1800 et 2000 km plus ou moins, en canoë-kayak. Et là le miracle se produit parce qu'il retrouve l'usage de ses jambes. Donc il continue ses recherches par rapport à l'hypnose, par rapport à tous des modèles thérapeutiques. Il rencontre aussi beaucoup de personnes, et notamment Gregory Bateson de Palo Alto en Californie, qui a fait rencontrer pas mal de monde à Milton Erickson, notamment Bandler et Grinder, qui sont ceux qui ont conceptualisé la PNL. Voilà, c'est pour ça que Milton Erickson est un petit peu considéré comme le père de toutes les thérapies brèves. Et voilà, donc c'est ça un petit peu pour Milton Erickson, pour voir en quoi il est présent et en quoi il a influencé tout ce mouvement, et en particulier cette approche humaniste de Palo Alto. Et pour en revenir à l'hypnose en tant que pratique, voilà, ici on m'a dit que j'avais plus ou moins une demi-heure, donc s'il reste du temps, j'accueillerai peut-être une ou deux ou trois questions si jamais j'étais incomplet. Mais en gros, l'hypnose, c'est quoi, et surtout pourquoi elle fait peur? L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Ça veut dire que pendant la séance, on est assis sur une chaise, sur un fauteuil. Je dis en souriant, pas sur un divan parce qu'on risque de s'endormir. Ça arrive, c'est arrivé. Donc voilà, la personne est vraiment consciente. Et alors, je refais encore une parenthèse sur Milton Erickson parce que c'est important de comprendre. Au niveau du psychisme humain, le conscient et l'inconscient, c'est nous, on est bien d'accord.
Ce sont des entités indépendantes qui font partie de nous. Et quand on voit un petit peu l'ancienne approche elle est encore contemporaine aujourd'hui pour tout ce qui est mouvement freudien ou néo-freudien. Selon Freud, l'inconscient c'est quoi? C'est une boîte à détritus. Bon, c'est pas joli de dire comme ça, mais techniquement et dans les faits, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que selon Freud, le conscient est donc le moi de la personne, le conscient de la personne est en soi sain, entre guillemets, et donc le conscient est perturbé par ces éléments qui sont stockés dans l'inconscient. C'est pour ça qu'on entend beaucoup parler en psychologie freudienne de refoulement. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée de l'inconscient selon Freud. Selon Milton Erickson, l'inconscient en réalité c'est un puits sans limite de ressources. Et ça rejoint très fort l'approche jungienne. Donc Carl Gustav Jung était aussi un disciple de Freud, mais qui avait certains points de désaccord, et notamment par rapport au conscient et inconscient. Et selon Jung, c'est au contraire le conscient qui est perturbé par, par le réel, par la vie quotidienne, par les contraintes, alors qu'en réalité, l'inconscient, il y a toutes les ressources dans l'inconscient pour résoudre les problèmes qui existent concrètement dans notre vie réelle. Et Milton Erickson en est arrivé en faisant indépendamment ses recherches et en faisant surtout son expérience sur lui-même, c'est-à-dire de pouvoir rechercher en soi-même les ressources qui permettent d'avancer et de résoudre certains problèmes. Et ça, c'est tout le défi justement du thérapeute, qui va ne faire qu'accompagner la personne dans un état de transe, c'est-à-dire dans un état dans lequel elle est toujours consciente, mais où des portes vont s'ouvrir à travers les inductions du thérapeute. Il y a une question qui revient aussi souvent, c'est ce qui me fait peur avec ça, et je vous dis, elle revient assez souvent, c'est voilà, j'ai peur de voir des souvenirs ou des choses que je n'avais pas spécialement envie de me remémorer. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le conscient fait partie de nous, l'inconscient est avec nous depuis tout le temps et toujours, ai-je envie de dire, et c'est pour ça que de manière générale dans sa vie, on sait de façon consciente uniquement ce qu'on a besoin de savoir. Ce qu'on n'a pas besoin de savoir, c'est stocké dans la mémoire, et les choses viennent au moment où elles doivent venir. J'aime bien donner un exemple concret. Il est probablement arrivé à tout le monde un jour d'avoir ce qu'on appelle un déclic. Genre ce moment où, mais enfin oui, évidemment c'était ça. C'était tellement évident que je ne comprends pas comment j'ai pas pu m'en rendre compte plus tôt. Et c'est bien dommage que je ne m'en suis pas rendu compte plus tôt, parce que si j'avais pu voir ça qui était tellement visible, ben j'aurais pas agi de telle manière. J'aurais pas fait ça comme ça, je l'aurais fait autrement. Oh, je m'en veux vraiment terriblement. Sauf que, concrètement, dans les faits, c'est qu'il y a eu ce moment où, ah ben oui, si j'avais su, hein, comme on dit, entre ce moment et le moment où il y a eu, je ne sais pas si c'est la révélation ou quelque chose, où la pièce est tombée, mais il s'est passé pas mal de choses dans sa vie, il s'est passé pas mal d'événements, et ce qu'on peut surtout en retenir d'un point de vue empirique, c'est que les choses doivent venir au moment où elles doivent venir. Peut-être que la personne, pour X raisons qui me dépasse et que je ne sais pas, qui peut le dire avec certitude, en tout cas ce qui est sûr, c'est que les choses se mettent en place d'une certaine façon. On n'a jamais la preuve que si on avait su ce qu'on aurait dû savoir à un autre moment, que ça aurait été mieux. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais la preuve. Donc les choses
viennent au moment où elles doivent venir. Et là, je pense que ça doit sûrement avoir un lien entre une certaine maturité, mais pas une maturité intellectuelle, une certaine maturité psychique. C'est-à-dire, on doit l'inconscient est particulièrement bienveillant vis-à-vis de nous. Donc l'inconscient nous montre ce que l'on a besoin de savoir et nous donne les outils dont on a besoin pour avancer à un certain moment de sa vie. Le travail lorsqu'on fait un travail thérapeutique en hypnose, j'ai envie de dire que là, il y a un déclic chez la personne qui décide de se dire « Ok, je vais démarrer un travail. » Pourquoi ? Parce que ça fait un petit temps que je développe telle chose. Et bon, cette fois, je suis décidé, j'ai clairement envie de le dépasser. Et à ce moment-là, il y a déjà des canaux qui s'ouvrent. Parce qu'on est consciemment, je peux le dire comme ça, on est consciemment prédisposé à accepter certaines choses sur nous-mêmes. Et à ce moment-là, le travail se fait de manière particulièrement fluide, et c'est pour ça que la première expérience qu'on a en hypnose, c'est toujours une expérience qui est très agréable pour la personne. Parce qu'il y a quelque part en elle cet appel, cette envie de savoir, cette envie de comprendre et cette envie de dépasser. Pas mal de choses vont s'ouvrir. On ne dit pas que dans une première séance, on va solutionner un problème, entre guillemets, profond. La première séance, c'est un petit peu pour le thérapeute de voir un petit peu comment est-ce que la personne, plutôt l'inconscient de la personne, réagit aux inductions. Ensuite, des canaux. Je parle de ça à un niveau psychique, évidemment, il y a une part de symbolisme quand je parle de canaux. Il y a certainement des choses qui vont s'ouvrir. Et ce qui doit venir vient au moment où ça doit venir. De toute façon, c'est clair et net. La personne, elle est toujours consciente. Ce qu'elle n'a pas envie de le dire, elle ne le dira pas. Mais, qui sait, peut-être elle le dira à la prochaine séance, ou peut-être cela ressortira d'une autre façon. Peut-être symbolique, peut-être métaphorique. Ça c'est important à comprendre, c'est que le travail se fait vraiment en douceur et avec l'accord total de la personne. Quand je dis l'accord total de la personne, c'est-à-dire son entité globale, conscient et inconscient. Ce qui est aussi formidable avec l'hypnose, c'est que la technique permet de résoudre des problèmes entre 3 et 10 séances. C'est un petit peu aussi la marge qui est proposée en thérapie brève, mais j'insiste aussi sur le fait que l'hypnose, lorsqu'un problème disparaît, il ne réapparaît pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas des techniques toutes faites. Bon, je vais peut-être pas citer autre chose, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui ressort d'une séance en hypnose vient de la personne. Donc c'est accepté par la personne intellectuellement, consciemment plutôt. C'est accepté par la personne physiquement, parce que physiquement il y a des choses qui changent dans la personne. Il y a du stress qui s'estompe, il y a des angoisses qui disparaissent, et il y a de nouvelles sensations qui réapparaissent, notamment des sensations de bien-être, ou de la joie, ou les deux. Et ça, c'est intégré dans les cellules mêmes de la personne, si je puis dire ainsi. Donc c'est intégré physiquement, c'est intégré consciemment, et à partir de là, évidemment, le corps et l'esprit à nouveau reliés reliés ensemble pour arriver au même objectif, c'est-à-dire celui qui était prévu initialement lors de la demande. Et c'est pour ça que la personne fait son chemin de manière extrêmement douce et durable. Voilà en gros ce que je peux dire de l'hypnose ericksonienne. Je pense que j'ai peut-être encore quelques minutes et je vais peut-être prendre quelques questions autour de ça. Je vois des mains se lever. Moi j'ai une petite question Oui. concernant... Vous pouvez vous lever, oui.
c'est un peu complexe. Et, vous avez votre mémoire, vous avez des souvenirs, vous vous en souvenez plus. Ok? Oui. Parce que là, vous vivez votre vie et au bout d'un moment dans votre vie, vous avez un problème. Vous allez voir un hypnothérapeute. Oui, voilà, comme vous. Et au bout de quelques séances, il y a un déclenchement qui se fait alors que vous n'êtes pas venu pour ce déclenchement-là, vous comprenez? Oui. Et ça a un peu déstabilisé votre vie à ce moment-là, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Donc, il y a une histoire qui s'est faite sans que vous avez oublié, ça s'est enfui dans votre vie, hein, et pour un problème quelconque, on vient vous voir, et au bout de quelques séances, je répète donc, il y a autre chose qui est sortie, qui est revenue dans votre mémoire. C'est une histoire que vous avez oubliée, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Et moi, je trouve que on vient vous voir, c'est pour trouver une solution pour un tel problème, mais pas pour c'est très difficile à expliquer. Non, c'est des cas par cas. J'ai compris. Et je sais que ce sont des événements qui a été vécu, par exemple, et qu'au bout d'un moment, vous avez... Voilà, c'est ce que vous... Hein? Continuez. On n'a pas envie parce que votre subconscient, ça s'est enfui dedans, et quand vous faites une thérapie, au bout de 3 séances, 4 séances, ça ressort. Donc, je ne me permettrai pas de répondre de manière catégorique, parce que je ne connais évidemment pas le problème en profondeur et dans sa globalité, mais je peux le dire avec une certaine dose d'humour. Oui. Parfois il y a des problèmes graves, autant mettre un petit peu d'humour dessus. C'est que l'inconscient est un petit peu filou parfois. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes mais qui sont très, très douloureux pour la personne. C'est des expériences très douloureuses. En général, on parle de trauma. Donc, un trauma, c'est quoi? C'est une expérience douloureuse à un certain moment de sa vie qui fait que, voilà, c'est toujours là, il y a une cicatrice et c'est toujours présent. Et quand je dis, avec une petite dose d'humour, que l'inconscient est un petit peu filou, c'est qu'il va créer d'autres problèmes qui, en réalité, un chiffon. Et ce problème peut détourner du problème originel qu'il y a. C'est pour ça qu'il peut se passer une séance, 2 séances, 3 séances. Et d'ailleurs, on voit même certaines personnes totalement déstabilisées parce que quand je dis un chiffon, je présente ça, je fais le petit geste avec nonchalance, un peu vulgairement comme ça, c'est déjà un chiffon qui me pose quand même pas mal de problèmes, quoi. D'ailleurs, c'est pour celui-là que j'ai décidé d'entamer une thérapie. Et puis, boum, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit un autre problème survenir. Et oui, je sais que c'est important, mais non, je ne suis pas d'accord, parce que c'est pas ça que je suis venu traiter. Moi, je suis venu traiter pour ça, et voilà, c'était pas prévu que je parte là-dessus, quoi. Mais c'est pas pour faire l'avocat du thérapeute, mais lui non plus, il n'a pas prévu les choses. On est quand même bien d'accord. Et tout ce qui vient de la personne. Alors ensuite, il va se passer un choix. Soit la personne, parce que la personne, elle peut se retrouver perturbée, voire vraiment extrêmement déstabilisée. La personne peut se dire, ok, bon, bref, je ne suis pas venu pour ça, ça n'a pas été. Le thérapeute est incompétent, elle n'a même pas pu voir, elle n'a même pas pu régler mon premier problème, qu'il y a déjà autre chose qui est sorti. Bref, la personne fera un choix. Soit elle prend du recul sur elle-même, soit elle va voir un autre thérapeute, ou soit elle continue le travail qu'elle a commencé. Parce que j'insiste, ce qui ressort d'un état de transe, le thérapeute est totalement innocent de ce qui ressort. Le thérapeute va mettre la personne en condition pour qu'elle puisse justement aller elle-même se recentrer sur elle-même, descendre en profondeur en elle-même pour aller chercher des choses. Et ça, ce qui sort, c'est ce qui sort et c'est comme ça. Je ne sais pas si la réponse est totalement ou partiellement satisfaisante, mais... Je ne sais pas, hein, mais je comprends. Hein. Mais le rôle de thérapeute, à mon avis, à un moment donné, c'est d'estomper, peut-être, hein,
c'est pas d'estomper et demander l'avis à la personne, de voir un peu, après, quand, dans un état de conscience, de demander l'avis ou d'en parler, voilà, vous êtes sur le point de... Non, mais il y a une chose... Je ne sais pas. Non, mais il y a une chose claire par rapport à ça. C'est qu'à partir du moment où la personne manifeste qu'elle ne se sent pas spécialement à l'aise, elle n'est pas à l'aise, bon, elle est toujours là, scène d'esprit, hein, peut-être pas spécialement à l'aise par rapport à ce qu'elle vient de vivre, mais le fait de l'avoir dit, il y a déjà une transformation qui se passe chez la personne. Parce que le thérapeute n'est pas exclusivement formé à la technique ericksonienne. Le thérapeute est aussi formé en d'autres techniques d'accompagnement. Par exemple, à titre personnel, je suis coach avant tout, donc je vois un problème à un niveau global. J'ai des confrères qui sont thérapeutes systémiques. Donc voilà, le professionnel a d'autres outils pour entrer en relation avec la personne et de faire un travail thérapeutique qui est global. On peut arrêter l'hypnose un petit temps, évidemment, et peut-être continuer le travail à un autre niveau, ou du moins sous un autre angle, parce qu'on a quand même vu ce qui est ressorti. Et ce qui est ressorti, c'est fait, hein? Oui. C'est fait. On peut travailler dessus. Avec l'hypnose ou pas, peu importe, mais c'est ressorti. Et à terme, la personne va se sentir beaucoup mieux par rapport à ça. Voilà, j'ai peut-être encore une question, mais on m'a fait signe 4 minutes, donc une ou deux. Ouais. Tu avais ton ticket? Voilà, c'est à mon tour. Donc par rapport à l'hypnose et la PNL, ça dérive de l'hypnose apparemment, si j'ai bien compris. La PNL, ça dérive de l'hypnose. En fait, la PNL, c'est quoi? Je ne vais pas faire une définition de la PNL, hein, mais je vais parler vraiment la PNL vraiment thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? La PNL, c'est un syncrétisme. C'est-à-dire que c'est un mélange, une fusion, je veux dire comme ça, de plusieurs disciplines. C'est-à-dire que Gregory Bateson, il a vraiment réuni les meilleurs thérapeutes autour de Bandler et Grinder qui ont conceptualisé la PNL. En résumé, la PNL, c'est quoi? C'est un syncrétisme entre l'hypnose ericksonienne, en grande partie quand même, Virginia Satir, les constellations familiales, et Fritz Perls de la Gestalt thérapie. Ça, c'est la trinité pour la PNL, si je puis dire. Voilà. Et alors on dit pourtant que l'hypnose reste plus efficace. Enfin, c'est ce que je... C'est pas que l'hypnose reste plus efficace, c'est que la PNL, c'est deux choses différentes. La PNL, c'est une boîte à outils destinée soit à des coachs, c'est-à-dire qui sont spécialement des thérapeutes, ou soit à des thérapeutes praticiens. Donc c'est une boîte à outils et c'est de l'hypnose d'un point de vue, c'est de l'hypnose pratique, c'est-à-dire qu'on peut ramener la personne avec des outils simples, je veux dire comme ça, pas simplistes, mais des outils simples en PNL. On peut notamment grâce à des ancrages d'aider la personne à corriger une expérience émotionnelle. Et là, on est déjà dans des techniques d'hypnose. En fait, moi je suis formé en PNL et j'ai poursuivi ma formation en PNL. Ensuite, il y a plusieurs écoles. La PNL, c'est un petit peu un tronc commun pour beaucoup de disciplines, pour beaucoup de choses. Et ensuite, ceux qui veulent justement travailler dans la relation d'aide, pour faire exercer le métier de psychothérapeute, en général, on choisit ensuite une discipline et on fait une formation longue dans cette discipline. Soit on fait la Gestalt thérapie, soit on fait les thérapies familiales, ou alors on fait une formation complète en hypnose ericksonienne pour dire de bien maîtriser la technique. Donc voilà, on m'a fait signe temps mort. Si certains ou certaines avaient encore des questions, je suis dans le stand, tout dans le fond, à gauche, dans le coin. Voilà. Merci pour votre attention.